peu ce que vous faites. Bien, on va passer donc à la chronique TradFi. Alors écoute, Jonathan, très belle semaine sur la crypto, hein. On a eu un marché dans le vert complet. Qu'est-ce que tu peux nous en dire dessus? Alors, on va commencer d'abord par le marché traditionnel. C'était vert aussi. C'était vert Ok. un peu partout. Des records historiques sur le DAX, le marché allemand, sur le Nasdaq, le Dow Jones. Alors, on est toujours un peu à la traîne côté français, avec l'incertitude politique qui pèse sur l'environnement boursier. Mais globalement, l'ambiance est plus que positive à l'approche des fêtes. Ok. Est-ce que c'est un peu le fameux rallye de fin d'année dont tu nous parlais ces dernières semaines? Ouais, voilà, exactement. En fait, entre novembre et décembre, c'est la période du fameux, comme il l'appelle en anglais, Santa Claus Rally. Donc, les investisseurs sont souvent plus optimistes et enclins à dépenser un peu plus. C'est un peu la magie de Noël. Et malgré la crise politique en France, on voit ce rallye sur les bourses traditionnelles et on l'a vu du coup aussi sur Bitcoin. Mais d'ailleurs, j'ai vu la Fed, ils ont pas dit qu'ils allaient baisser encore un peu les taux. T'as vu ça passer, toi? Si, il parle toujours de continuer à baisser les taux. Ouais, bien sûr. 0,25, hein, je crois. Ouais. J'ai vu passer Exactement. ça, mais je suis pas sûr. Donc, mais oui, je crois que j'ai vu passer ça. Donc, ouais, on reste dans une trend plutôt cool. Et bon, bah, parlons Bitcoin. Enfin, 100 000 atteints. Ça y est, on a passé le cap symbolique des 100 000. Donc maintenant qu'on a vu ce niveau, en fait, ça semble avoir débloqué un frein psychologique pour pas mal de monde. C'est ce que j'ai vu passer sur les réseaux. Et d'ailleurs, j'ai vu un post qui m'a fait rire. Au lieu de dire qu'on a atteint les 100 000 dollars, il faut dire qu'on a cassé les 0,1 million de dollars. Ça y est, ça montre un peu le changement de paradigme. En fait, c'est la nouvelle target, c'est vraiment les 1 million maintenant. J'ai vu passer ça aussi. C'est vrai que c'est une bonne vision des choses. Moi, j'adore. On voit le verre à moitié plein. Alors, tu voulais nous parler aujourd'hui des cycles Alors oui, crypto. oui, c'est ça. Je voudrais faire un parallèle en fait entre le marché crypto et le marché traditionnel. Et alors Bitcoin est souvent décrit comme ayant des cycles de 3 à 4 ans, hein, on l'entend beaucoup. Et bon, là, on est revenu en bull market après les difficultés de 2022 où Bitcoin avait perdu plus de 60% suite à la faillite de FTX. Et en fait, comme sur les marchés actions, on alterne toujours entre des crises et des moments d'euphorie. Et en 2021, tout le monde voulait acheter du Bitcoin à 60 000 dollars. Et quand il est descendu à 17 000, plus personne n'en voulait. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes, elles achètent à 100 000 dollars avec le sourire. Donc en fait, tout ça, c'est pour dire que les marchés sont cycliques et que l'arrivée des institutionnels dans la crypto va accentuer ces comportements qui sont typiques de la finance traditionnelle. Ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Laurent notamment, et je constate aussi effectivement que ces institutionnels, en fait, ils cherchent pas des points d'entrée hyper bas, en fait, ils s'en tapent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rentrer, et on le voit, MicroStrategy qui achète à tous les prix, Metaplex pareil, les gestionnaires d'actifs pareil, ils sont pas, c'est pas des traders en vérité. Et donc, c'est intéressant parce que si le retail fonctionne de la même manière, il va pas essayer toujours de dire j'attends un peu et donc finalement repousser leurs achats. On peut se retrouver effectivement avec une espèce de vague où en fait tout le monde achète, en fait on s'en fout. D'ailleurs, clairement dans le retail, quand tu vas aller acheter un Napoléon ou un Once d'or ou n'importe quoi, en vrai, tu vas pas regarder le prix et dire attends, je vais le faire dans une semaine, t'en fous. Tu vas chez ton marchand d'or, tu changes ton argent en or et tu dis voilà, j'en ai pris un peu quoi. Et je pense que ce changement de paradigme sur un Bitcoin qui n'est plus un actif, comment dire, un actif de trading. Alors, il sera toujours pour certains, hein, bien Alors, sûr. ouais, ce que tu dis est vrai, mais ça, c'est pour les gens qui ont vraiment adopté la philosophie de Bitcoin. Et dire je l'achète à n'importe quel prix, c'est une réserve de valeur et je regarde pas le prix, de toute façon, je le garde. Là, avec l'arrivée des institutionnels, alors je parle pas de MicroStratégie et de ces mecs-là qui, eux, pour le coup, ont vraiment adopté le côté, cette philosophie. Mais pour des traders, pour tous les acteurs de la finance traditionnelle qui arrivent, pour pas mal de retail qui viennent trader,
eux, c'est eux qui font les cycles, en fait. Parce que eux, ils suivent ces sentiments de FOMO et ces sentiments de peur. Et c'est eux qui font qui font ce qu'on appelle du panic selling quand le marché baisse et donc qui le propulse à la baisse encore plus. Et c'est eux qui se mettent à acheter comme ça, comme des dingues, à 100 000 dollars parce qu'ils commencent à voir Bitcoin, en entendre parler, le voir à la une dans les journaux, etc. Et qui, de la même manière, augmentent la vague. Ouais, mais demain, si tu as des pays qui décident de se constituer des réserves stratégiques en bitcoin, par exemple, ils s'en foutront complètement du prix auquel ils vont l'acheter. Donc, si tu prends les entreprises qui l'ajoutent à leur trésorerie, des États qui se constituent des réserves stratégiques, des gestionnaires d'actifs aussi. On le voit bien, même quand il y a un panic sell, c'est racheté tout de suite par le gestionnaire d'actifs de voisins, tu vois. En fait, ils font que se filer les liquidités, ils s'en tapent. Alors, peut-être parce qu'on est en bull run. On C'est verra. ça. Sans doute que ça joue, je suis d'accord. Mais pour autant, moi, j'ai le sentiment quand même que, mais peut-être je suis un fou, hein, mais qu'on va quand même avoir une volatilité qui va se réduire Ouais. considérablement par ceux qui achètent et qui gardent, et pas ceux qui achètent parce que bah, ils savent que c'est maintenant ou jamais. Et ce FOMO, en vérité, il peut aussi s'auto-entretenir hein, par les États Mais qui se succèdent et qui se copient les uns les autres, les entreprises qui se... Enfin, non, je sais pas. Mais C'est quoi tu as toi, raison, et par ça c'est le rapport bull au... market, et tu as raison, et Ouais. ça c'est le bull market, mais en fait tu verras que ce marché, comme le marché traditionnel, sera cyclique, et qu'on verra d'autres crises comme on a vu pour FTX. Après, ce que tu dis est vrai, il y a de plus en plus d'acteurs, de gros acteurs qui adoptent la philosophie de Bitcoin et qui rentrent sans se poser la question sur les prix, et c'est ce qui fait qu'en fait on a des plus bas qui sont toujours plus hauts, que Hmm. même pendant la crise d'FTX, qui a été un énorme scandale, le Bitcoin est descendu à 17 000 dollars, alors que la crise d'avant, c'était la crise Covid, c'était le Covid, et il il est était tombé descendu à à 3 300 3000. dollars. Hmm. Et donc, la prochaine crise, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va redescendre, mais a priori, on sera toujours au-dessus des 20, 30 ou 40 000 dollars. Donc, en fait, ça fera d'autres plus bas, plus haut que les dernières crises. Donc, hausse Mais tendancielle du marché, mais il ne faut pas céder au FOMO. exactement. Exactement. Et en fait, il faut savoir prendre des profits, il faut éviter de paniquer, de suivre le troupeau à l'aveugle. Et sinon, bah, on finit comme ces gens qui achètent cher et qui revendent bas et qui rachètent encore plus cher. En fait. Alors, ça, c'est dans le cas où vous achetez pour vendre. Mais si Oui, vous achetez pour accumuler, là, si on parle de Bitcoin, dont la principale proposition de valeur aujourd'hui, hein, en plus d'être un moyen de paiement de pair à pair, en vérité, il est plus vu aujourd'hui même par une euh, réserve de valeur. en réserve de valeur comparable avec l'or. Ceux-là, en vérité, prendre des profits, c'est pas un conseil qui leur va. Ce qu'on pourrait leur dire peut-être, c'est plutôt accumuler le plus de pièces Ouais. possible avec une échéance à, j'en sais rien, Laurent nous disait tout à l'heure 15-20 ans, bah, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Si c'est pour votre retraite, bah voilà. Mais en tout cas, si c'est du trading où le but c'est de faire grossir son wallet et potentiellement de se positionner avec beaucoup de stable pour le bear market pour racheter à ce moment-là, et là on est vraiment dans une stratégie financière je parlerai de moyen terme, puisque c'est 3 4 ans, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Peut-être que pour toi, c'est du court terme, je ne sais pas. Dans ce cas-là, effectivement, ouais, prenez des profits et surtout, préparez votre sortie de bull run. C'est ça. Moi, pour moi, on a encore quelques mois devant nous, mais je peux me tromper. Mais préparez-la parce que vous vendez jamais à l'ATH de votre wallet. Hein. L'ATH qu'on a en bull run, c'est jamais le montant qu'on a quand le bull run est terminé. Donc, c'est pas grave. Essayez de sortir en tout cas le plus haut possible. Préparez votre sortie. Il faut savoir Fixez sortir. vos ordres de vente à des montants qui soient accessibles, raisonnables. Quitte à garder un petit moonbag, c'est pas grave, tu vois, au cas où. Et tant mieux, vous profitez pleinement. Mais fixez vos ordres et puis surtout, fixez vos ordres en dehors de l'euphorie. Genre quand vous êtes tranquille, à la maison, que votre coin en question, il subit pas une variation de malade, là, vous fixez raisonnablement. Parce que si à chaque fois, vous réévaluez vos ordres de vente à mesure que ça monte, bah, finalement, vous ne vendrez pas. Donc, voilà. Ça a l'air d'être évident, mais j'ai des personnes, moi, qui viennent me voir en privé en disant je suis au top, mon wallet est à la TH, je suis trop content. Je fais mais t'as préparé ta sortie. Il me dit sortie de quoi? Je fais bon, Mais c'est ça. attention, les gars.
Ouais, C'est le fait d'acheter en bas et de vendre en haut, c'est contre-intuitif. Quand on est en complètement. haut, on n'a pas envie de vendre parce on espère toujours plus. Et quand on est en bas, on ne veut pas acheter parce qu'en fait, si on est en bas, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que c'est la merde. Mais moi, enfin, je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein, mais je n'ai jamais reçu autant de messages de personnes autour de moi dont j'avais parlé de la crypto en 2017. J'en ai reparlé en 2020. En fait, c'est plus facile de parler de la crypto quand ils en parlent à la télé. Voilà, on va pas se mentir. Ouais. Mais en fait, je leur en ai parlé lors des cycles haussiers précédents et je leur en ai parlé aussi pendant les phases baissières en leur disant, bah, c'est con. Et en fait, ces gens-là reviennent aujourd'hui en disant, bah, j'ai envie d'acheter du Bitcoin. Je fais, mais t'es con, ça fait 3 ans que je te dis qu'il faut que tu en achètes Mais un peu c'est toutes les semaines. Et là, tu me dis que tu veux en acheter maintenant alors que c'est à 100K. Ah bah ouais, je sais, t'as raison. Voilà, donc bon, et j'espère que la prochaine fois, ils font pas la même erreur. On apprend de ces erreurs, hein. Mais voilà. TX, tu voulais intervenir avant que je redonne la parole à Jonathan pour la fin de la chronique. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout ça est très lié parce qu'au final, personnellement, moi, je suis convaincu que les cycles, en fait, ce qui les crée, c'est les émotions humaines et que tous les cycles sont les mêmes parce qu'en fait, c'est les mêmes émotions qui reviennent, donc la peur, le FOMO, la complaisance, toutes ces choses-là, et ça fait que les cycles, bah, c'est les mêmes et c'est depuis des centaines d'années, tu vois? Il y a eu par le passé, d'autres, bulles spéculatives, tu vois? On prend souvent celui des tulipes, mais je trouve que c'est pas le meilleur exemple. Mais il y a eu, par exemple, sur les chemins de fer, il y a eu de la spéculation. Il y a eu, enfin, il y a eu, bah, internet, il y a eu plein de bulles comme ça Oui, et à chaque fois, c'est toujours les mêmes, sentiments, les mêmes, émotions et c'est toujours la même histoire qui se répète et c'est juste les personnages, disons, qui sont différents. Tu vois? C'est un peu comme un blockbuster en quelque sorte. C'est pas le même héros, mais tu sais que l'histoire, c'est toujours la même, à la fin, quoi. exactement. Totalement. Jonathan, pour finir, tu voulais parler d'une belle performance sur le Oui, marché. bah écoute, j'avais envie de finir sur une note positive avec le token CRV de CurveDAO qui a pris plus de 60% cette semaine après une news selon laquelle BlackRock aurait choisi ce protocole DeFi pour introduire son produit Build. Et en fait, cette annonce a tiré vers le haut tout le secteur DeFi avec Jasmy qui prend 81% sur la semaine et CRV et Comp de Compound qui gagnent plus de 60% chacun. Donc en fait, on voit réapparaître une habitude, encore une fois, de la finance traditionnelle, qui est la corrélation sectorielle. Quand une grosse annonce touche un secteur clé, touche un acteur clé, pardon, tout le secteur en profite. Ouais. Et voilà. Et j'aime bien voir en fait ces espèces de patterns de la finance traditionnelle se reproduire sur la crypto et arriver au fur et à mesure sur la crypto. Un effet de réseau, en fait. Exactement. Très clair. Merci beaucoup, Jonathan. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle chronique et on espère que Avec ce plaisir. Santa Claus Rally continue, hein. Et complètement. Complètement. On l'aime beaucoup celui-là. Merci beaucoup. Ciao, Euh, bon week-end. Salut, Jonathan. Et bah, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris plein de choses. Nous, oui. On va remercier Laurent hein, qui est venu pendant plus d'1 heure et demie avec nous pour papoter un peu de l'actualité crypto. On va remercier aussi Jonathan qui vient nous donner un éclairage sur la finance traditionnelle qui est très intéressant. Et puis TX aussi, ça va, t'as passé un bon moment mon ami? Ouais, à part le fait que du coup ma connexion est pas incroyable, mais sinon ouais, c'était très intéressant et c'était rafraîchissant parce que c'était différent d'habitude, tu vois? Ouais, c'est vrai. Bah là, c'est plus un échange qu'une interview. Mais C'est ça. je me doutais que ça allait se passer comme ça. Je l'avais un peu préparé. Mais voilà, non, mais c'est très cool en tout cas. Merci à toi d'être passé dans l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de l'émission en vidéo sur YouTube dans quelques minutes. Vous pouvez également le retrouver en podcast audio sur l'ensemble des plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast et Amazon Music. Là aussi dans les quelques minutes à venir. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pardon, à mon compte Twitter. C'est là que se passent les lives. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube et également sur Twitch. Certains d'entre vous préfèrent Twitch parce que vous pouvez écouter l'émission en direct
en arrière-plan, chose qui n'est pas toujours possible avec YouTube et avec Twitter. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouveaux numéros de GM Web3. Je peux d'ores et déjà vous dire que mardi, je recevrai Claire Balva, que vous connaissez certainement. Et vendredi, je recevrai également Dimitri de Veiga, une boîte de production audiovisuelle spécialisée dans les événements crypto. Ça va être hyper intéressant. Et puis, on aura Benjamin du Crypto Daily qui devait venir aujourd'hui et qui a eu un petit pépin, un petit accident, mais rien de grave, qui fait qu'on a dû reporter son passage à la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, cela n'est que partie remise. Je vous souhaite à toutes et toutes de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous et prenez des profits. Ça va être ma phrase maintenant. Salut à tous. Bye TX.